Mon père a partagé l'héritage. 90% pour mon frère et seulement 10% pour moi. Quand j'ai découvert le coffre-fort secret, mon monde s'est effondré. De vieux documents, des secrets de famille et une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Un voyage de justice, de pardon et de découverte qui a transformé non seulement ma vie, mais le destin de toute une petite ville. Préparez-vous à une histoire de courage qui touchera votre cœur. Abonnez-vous, laissez un like et commentez d'où vous regardez. Jamais je n'aurais imaginé qu'à 52 ans, je réapprendrais le sens du mot famille. J'avais toujours été cette fille, la responsable, la dévouée, celle qui avait renoncé à ses rêves pour être présente. 10 ans à m'occuper de mon père pendant que mon frère construisait sa vie brillante à des kilomètres de là. 10 ans de bains donnés avec patience, de médicaments contrôlés à l'heure juste, de conversations répétées comme si elles étaient nouvelles chaque matin. Et puis, dans un bureau qui sentait le vieux papier et le café froid, j'ai entendu les mots qui m'ont réduite à une fraction. 10% des biens pour Madame Hélène, 90% pour Monsieur Robert. L'avocat, Maître Dubois, n'a même pas levé les yeux de ses papiers en prononçant ma sentence. À côté de moi, Robert a ajusté sa cravate italienne et a esquissé un air de surprise qui n'aurait pas convaincu même les bigotes de la kermesse paroissiale. 90%. L'appartement à Clermont-Ferrand, la maison de campagne, les placements, les terres, tout pour lui. Pour moi, il restait les miettes, une petite épargne et la vieille 2 CV de 1976 que mon père refusait de vendre pour sa valeur sentimentale. Ironique que la valeur sentimentale ait été dirigée justement vers moi. Hélène, papa a toujours été très juste, a tenté Robert alors que nous sortions du bureau. Le soleil de midi en Auvergne tapait sur la rue pavée, et je sentais chaque pierre irrégulière sous mes pieds, comme de petits coups de poignard. Robert, s'il te plaît, épargne-moi tes discours tout faits. Tu appelais à peine une fois par mois. Je suis retournée dans la maison où j'avais grandi, temporairement mienne, jusqu'à ce que Robert décide de la vendre aussi. Les murs écaillés gardaient un plus d'histoire mienne que n'importe quel héritage ne pourrait compenser. Dans le salon, les photographies encadrées racontaient un mensonge bien construit. La famille heureuse, le père fier, les 2 enfants souriants. Personne ne verrait sur les photos les nuits que j'avais passées éveillée quand mon père avait eu une pneumonie. Personne ne verrait les dimanches perdus, les fiancés qui étaient partis, les projets mis de côté. Professeur Hélène a toujours été l'exemple de la dévotion filiale, a commenté Madame Dubois à la boulangerie le lendemain matin, l'air de rien, mais voulant tout savoir. Dans cette petite ville, les nouvelles courent plus vite que l'eau dans les gouttières pendant les orages d'été. Dommage que tous les sacrifices ne soient pas reconnus, n'est-ce pas? J'ai souri, ce sourire que j'avais appris à utiliser comme bouclier. Eh oui, Madame Dubois, la vie est ainsi faite, pleine de surprises. J'ai payé la baguette que j'aurais du mal à avaler et je suis sortie avant que le nœud dans ma gorge ne se transforme en quelque chose de plus embarrassant. Les rues étroites que je connaissais depuis l'enfance me semblaient maintenant un labyrinthe étouffant. Chaque salutation, chaque regard, chaque bonjour portait un sous-entendu que je pouvais lire clairement. Pauvre Hélène, même son père n'a pas valorisé son sacrifice. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé sur la table basse une enveloppe Kraft, de celles utilisées pour le courrier officiel. À l'intérieur, une clé ancienne et un billet avec l'écriture inimitable de mon père. Pour Hélène, à ouvrir après la lecture du testament. La clé était lourde, en métal travaillé, appartenant à une autre époque. Sur le billet, une seule indication. Banque nationale, agence centrale, coffre 1937. J'ai ravalé les larmes qui menaçaient de me faire tomber. Mon père, toujours méthodique, toujours plein de secrets. Même après sa mort, il continuait à contrôler les pas de tout son entourage. Qu'est-ce que ce serait maintenant? Un souvenir sans valeur financière, mais chargé de sentimentalisme bon marché? Peut-être des excuses posthumes qui ne changeraient absolument rien? J'ai rangé la clé dans mon sac, déterminée à résoudre cette dernière énigme au plus vite. Le lendemain, j'ai pris le premier autocar pour Clermont-Ferrand. 3 heures de voyage, le visage tourné vers la fenêtre, observant les montagnes d'Auvergne qui m'avaient toujours semblé éternelles et immuables, contrairement aux gens. La Banque nationale conservait sa façade imposante au centre-ville, un bâtiment art déco qui résistait à la modernité de verre et d'acier
qui envahissait les alentours. Le coffre, 1937, n'a pas été ouvert depuis plus de 30 ans, madame, m'a informé le directeur après une série de vérifications bureaucratiques. Il nous faudra un peu de temps pour le localiser correctement. J'ai tout mon temps, ai-je répondu en m'asseyant dans le fauteuil en cuir du hall. Littéralement, tout mon temps. Le directeur n'a pas saisi l'ironie, mais ce n'était pas nécessaire. Ma vie entière avait été mise en attente pour m'occuper de quelqu'un d'autre. Quelques heures de plus ne feraient pas de différence. Canty. On m'a finalement conduite à la salle des coffres. J'ai senti un froid dans l'estomac. Qu'est-ce que mon père avait bien pu garder avec tant de mystère? L'employé de la banque m'a laissé seule après avoir ouvert le coffre, qui a révélé une boîte en métal et quelques enveloppes jaunies par le temps. Je me suis assise à la petite table disponible et j'ai commencé à examiner le contenu. La première enveloppe contenait des photographies que je n'avais jamais vues. Mon père, jeune, aux côtés d'une femme qui n'était pas ma mère, au dos de l'une d'elles. L'inscription « Larissa et moi, 1975 », un an avant ma naissance. J'ai continué l'exploration et j'ai trouvé ce qui semblait être un journal intime, soigneusement relié en cuir. Sur la première page, la dédicace, pour que la vérité ne se perde pas, comme j'ai failli te perdre. J'ai commencé à lire là, sur place, incapable de contenir ma curiosité. Les premières pages révélaient un homme que je n'avais jamais connu, passionné, impétueux, plein de rêves. Mon père écrivait sur ses investissements secrets, sur un patrimoine construit silencieusement, loin des yeux de la société et, surtout, loin des yeux de ma mère. Page après page, j'ai découvert que l'homme austère que j'avais connu avait été un investisseur audacieux, achetant des actions quand personne n'y croyait, acquérant des terrains dans des zones qui se sont ensuite valorisées de manière exponentielle. Entre les pages du journal, j'ai trouvé des titres de propriété, des certificats d'action, des contrats d'achat et de vente. Tout un patrimoine qui ne figurait pas dans le testament. Un patrimoine qui, selon les dernières pages du journal, avait été transféré à une fondation à mon nom. Hélène, disait la dernière entrée datée de seulement 3 mois avant sa mort. Quand tu liras ceci, tu seras probablement confuse et blessée par mes choix. Le testament officiel n'est qu'une façade, une dernière leçon que j'ai voulu t'enseigner, à toi et à ton frère. Robert a toujours cru que l'argent était la mesure de tout. Je l'ai laissé penser qu'il hériterait de presque tout pour voir son vrai caractère. Quant à toi, ma fille, tu as toujours sous-estimé ta propre force. Tu t'es tellement consacrée aux autres que tu as oublié de vivre ta propre vie. Ceci est ton véritable héritage. La fondation Hélène Lambert, avec un patrimoine 5 fois plus grand que tout ce que j'ai laissé dans le testament officiel. Mais il y a une condition. Tu devras te battre pour cela. Ce ne sera pas facile. Robert fera tout pour garder ce qu'il croit être son droit. Utilise ton intelligence. Apprends à être forte sans cesser d'être juste. Et souviens-toi, parfois, il faut tout perdre pour découvrir qui l'on est vraiment. Je suis sortie de la banque en sentant le poids du monde sur mes épaules. Mais, pour la première fois depuis des années, ce poids ne m'écrasait pas. Il me renforçait. Dans l'autocar du retour vers la petite ville de Rochefort en montagne, j'ai observé à nouveau les montagnes d'Auvergne. Mais cette fois, elles ne me semblaient pas immuables. Elles semblaient défiantes, imposantes, comme le chemin que j'avais devant moi. Quand je suis arrivée à la maison, Robert était déjà là, accompagné d'un homme en costume qui gesticulait en désignant différentes parties du salon. « Ah, Hélène, quelle bonne chose que tu sois arrivée !» dit mon frère avec ce sourire qu'il utilisait pour impressionner ses clients. « Nous faisons juste une première évaluation de la maison. Je pense qu'on pourra en obtenir un bon prix, surtout si on modernise la cuisine avant de la mettre en vente. » J'ai respiré profondément, sentant un calme que je ne connaissais pas depuis des années. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de vendre la maison maintenant, Robert. »« Comment ça ? Le testament est clair, Hélène. Je comprends que tu y sois attachée, mais je suis le propriétaire légal de 90% des biens, y compris cette maison. »« Ah oui ? Intéressant. Et la fondation Hélène Lambert ? Tu en es aussi propriétaire ?» J'ai vu le visage de Robert pâlir. L'homme en costume a regardé confusément de l'un à l'autre, et mon frère l'a rapidement congédié, promettant de reprendre la conversation un autre jour. Quand nous sommes restés seuls, Robert s'est servi une dose, généreuse du whisky que notre père gardait pour les occasions spéciales. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Hélène. Papa n'avait aucune fondation. C'est drôle.
Parce que j'ai ici des documents qui prouvaient le contraire. J'ai sorti de mon sac quelques copies que j'avais faites à la banque. Et tu sais quelle est la partie la plus intéressante ? Le patrimoine de la fondation est environ 5 fois plus important que tout ce qui figure dans le testament officiel. Robert s'est étouffé avec son whisky. C'est une sorte de plaisanterie ? Un tour que toi et papa avez monté contre moi ? Non, Robert. C'est ce que notre père a appelé la dernière leçon. Pour nous deux, en fait. Je me suis assise dans le vieux fauteuil en cuir, où papa avait l'habitude de lire le journal. Il voulait voir ce que tu ferais en croyant tout avoir, et ce que je ferais en croyant ne rien avoir. Et qu'est-ce que tu vas faire, Hélène ? Me poursuivre en justice ? Contester le testament ? Non, Robert. Je vais proposer un accord. Tu gardes ce que tu as reçu dans le testament officiel, à une condition. Les terres où se trouvent les petits agriculteurs ne seront pas vendues. Ils dépendent de ces terres depuis des générations. Et la fondation ? La fondation, je m'en occupe, comme le voulait papa. Mais ne t'inquiète pas. Une partie des ressources sera utilisée pour créer un centre éducatif sur les terres. Familial. Je suis sûre que cela valorisera tes autres propriétés dans la région. J'ai souri, savourant l'ironie de la situation. Après tout, un projet éducatif de renommée nationale apportera certainement du développement à la ville. Tu ne crois pas ? Dans les mois qui ont suivi, j'ai découvert une force que je ne savais pas posséder. J'ai affronté des avocats, arrogants qui ont tenté de m'intimider avec leur jargon juridique. Madame, comprenez-vous la complexité de gérer une fondation de cette envergure ? M'a demandé l'un d'eux, ce genre d'homme qui ne regarde jamais directement une femme quand il parle d'affaires. Maître, ai-je répondu calmement. J'ai enseigné la littérature à des adolescents pendant 30 ans. Croyez-moi, aucune complexité administrative n'égale le défi de maintenir 25 adolescents intéressés par Victor Hugo un vendredi après-midi. J'imagine que gérer une fondation doit être une partie de plaisir en comparaison. Robert a tenté de contester l'authenticité du journal et des documents, mais les preuves étaient irréfutables. Les actions, les investissements, tout était méticuleusement enregistré. Mon père avait peut-être beaucoup de défauts, mais le manque d'organisation n'en a jamais fait partie. Pendant que le litige juridique se déroulait, j'ai commencé à enquêter sur les bénéficiaires de la fondation. J'ai découvert que, secrètement, mon père avait financé les études de dizaines de jeunes talents de la région. Beaucoup d'entre eux étaient revenus à la ville et occupèrent maintenant des postes importants dans la communauté. Le médecin du centre de santé, la directrice de l'école municipale, l'ingénieur qui avait conçu le système de captage d'eau de la ville. Tous avaient reçu des bourses anonymes de la fondation de mon père. Pendant la traditionnelle fête des moissons, j'ai observé ces anciens élèves avec un regard neuf, tandis que les stands colorés ornaient la place centrale et que l'odeur des spécialités auvergnates emplissait l'air. J'ai réalisé l'impact silencieux que mon père avait eu sur la communauté. Il n'en avait jamais parlé, n'avait jamais cherché la reconnaissance. C'était une facette de lui que je n'avais jamais connue. Madame Hélène, m'a abordé le docteur Bernard, le médecin local, alors que j'achetais une gourmandise locale au stand de l'église. J'ai appris que vous aviez repris la fondation de votre père. Je voulais vous remercier personnellement. Sans la bourse que j'ai reçue, je n'aurais jamais pu faire médecine. Il ne m'a jamais parlé de ça, docteur. Votre père était un homme réservé. Il disait que le bien fait en silence a plus de valeur. Le médecin a souri. Il serait fier de vous voir continuer son travail. Ces mots m'ont touché d'une manière inattendue. Toute l'amertume que j'avais ressentie à la lecture du testament a commencé à laisser place à une compréhension plus profonde des intentions de mon père. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de propriété. Il s'agissait d'un héritage de transformation. Pendant ce temps, Robert affrontait ses propres démons. J'ai découvert, par l'intermédiaire d'un ancien camarade d'université à lui, qui m'a contacté discrètement, que mon frère était criblé de dettes. Le succès professionnel dont il se vantait tant était en grande partie une façade. Il avait fait des investissements risqués, contracté des emprunts pour maintenir un style de vie qu'il ne pouvait pas soutenir, et voyait maintenant dans l'héritage la planche de salut pour ses problèmes financiers. Cette révélation aurait pu me remplir d'une satisfaction vengeresse, mais au lieu de cela, j'ai ressenti une profonde tristesse. Robert et moi avions suivi des chemins si différents, mais nous étions tous deux piégés dans des filets de notre propre fabrication. Moi, dans l'abnégation que j'avais confondue avec le devoir filial. Lui, dans la cupidité qu'il avait confondue avec le succès. Un après-midi pluvieux, typique du début de l'hiver auvergnat, Robert est apparu chez moi sans prévenir. Il était différent.
Sans son costume impeccable, sans son sourire étudié, sans sa posture de dominateur. Il paraissait plus vieux et fatigué. « Hélène, j'ai besoin de te parler », dit-il en laissant goûter de l'eau sur le tapis du salon. Je lui ai offert une serviette et une tasse de café. Pendant un instant, j'ai vu en lui le garçon qui courait dans la maison avec les genoux écorchés, me demandant de lui raconter des histoires les nuits d'orage. Ce garçon s'était perdu depuis si longtemps que j'avais presque oublié son existence. « Je suis ruiné, Hélène », a-t-il avoué après un long silence. « Je dois plus que ce que je peux payer. Les terrains que j'ai vendus ont à peine couvert les intérêts de mes dettes. Et maintenant, sa voix s'est brisée. Maintenant, les créanciers menacent d'engager des poursuites qui pourraient ruiner ma réputation. Et qu'attends-tu de moi, Robert? Que j'utilise l'argent de la fondation pour couvrir tes dettes? C'est ça? Ce serait temporaire, a-t-il argumenté, avec un reste du vieux Robert manipulateur. Je rembourserai avec intérêt. Tu sais que j'ai toujours été bon en investissement. Je n'ai pu m'empêcher d'avoir un rire sec. Apparemment pas aussi bon que tu le pensais, n'est-ce pas? Il a baissé les yeux, vaincu. Tu as raison, j'ai tout gâché. J'ai toujours été un idiot arrogant qui croyait pouvoir acheter le monde. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Papa avait raison sur moi. Je ne mérite rien de ce qu'il a laissé. Cet aveu, aussi inattendu que sincère, a bouleversé mes plans de confrontation soigneusement élaborés. Au lieu de la satisfaction que j'imaginais ressentir en voyant Robert vaincu, j'ai seulement éprouvé le poids de la responsabilité que mon père avait placée sur mes épaules. Il ne s'agissait pas de punir Robert ou de prouver ma valeur. Il s'agissait d'honorer un héritage plus grand. Je ne paierai pas tes dettes, Robert, ai-je dit finalement. Mais je vais t'offrir quelque chose que tu n'as peut-être jamais eu. Une chance de repartir à zéro, vraiment. J'ai expliqué ma proposition. Robert travaillerait sur le projet du centre éducatif que je prévoyais de construire. Il utiliserait ses connaissances en affaires pour aider à structurer la partie administrative, tout en apprenant l'impact réel que l'éducation pouvait avoir sur la vie des gens. En échange, il recevrait un salaire qui lui permettrait de rembourser ses dettes progressivement et aurait un endroit où vivre, la maison de nos parents, qui resterait dans la famille. Pourquoi ferais-tu ça pour moi, Hélène? Après tout ce que j'ai fait, comment je t'ai traité? J'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait diminué et un timide arc-en-ciel commençait à se former sur les montagnes. Je ne fais pas ça pour toi, Robert. Je le fais pour moi, pour papa et pour l'héritage qu'il a voulu construire. Je me suis retournée pour lui faire face. Mais surtout, je le fais parce que, contrairement à ce que j'ai toujours pensé, j'ai le choix. Et je choisis de ne pas me laisser consumer par le ressentiment. Dans les mois qui suivirent, je me suis plongée corps et âme dans la création du centre éducatif Lambert. J'ai engagé des experts en éducation, cherché des partenariats avec des universités et élaboré un programme qui combinait les savoirs traditionnels de l'agriculture durable avec les technologies modernes. Je voulais que les jeunes de la région puissent trouver des opportunités sans avoir à abandonner leurs racines. Robert, étonnamment, a assumé son rôle avec un dévouement qu'il n'avait jamais montré auparavant. Le travail pratique, le contact avec les agriculteurs locaux, la simplicité de la vie à la campagne, tout cela a semblé réveiller quelque chose d'endormi en lui. Peu à peu, l'homme arrogant que j'avais connu a laissé place à quelqu'un de plus réfléchi, de plus conscient. 1 an après la lecture du Testament, nous avons inauguré le centre éducatif Lambert. La petite ville de Rochefort-en-Montagne n'avait jamais rien vu de tel. Des autorités de toute la région étaient présentes, attirées par la proposition innovante. Les journalistes ont enregistré chaque détail, fascinés par l'histoire de la professeure retraitée qui avait transformé un héritage controversé en un projet révolutionnaire. Dans mon discours d'inauguration, j'ai évité de mentionner les circonstances qui m'avaient mené jusque-là. Au lieu de cela, j'ai parlé de rêves, de racines, de l'importance de construire des ponts entre le passé et l'avenir. Quand j'ai terminé, le public a applaudi debout, et j'ai vu dans les yeux de ces gens quelque chose que je n'avais jamais cherché, la reconnaissance. Après la cérémonie, pendant que les invités circulaient lors du cocktail organisé par les élèves eux-mêmes du cours de gastronomie durable, j'ai trouvé une enveloppe dans mon bureau. À l'intérieur, une clé, différente de la première, mais tout aussi ancienne, et un billet, pour Hélène, à ouvrir 1 an après la découverte du coffre. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de mon père. Comment était-ce possible? Qui avait laissé cette enveloppe?
J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Seulement le portrait de mon père sur le mur, avec ce demi-sourire énigmatique qui m'avait toujours intriguée. La clé correspondait à une petite boîte en bois sculptée qui se trouvait dans l'ancien bureau de mon père, maintenant transformée en salle d'études dans le centre éducatif. À l'intérieur de la boîte, j'ai trouvé une lettre et une photographie ancienne. Moi, à 10 ans, assise sur la terrasse avec un livre ouvert sur les genoux. « Ma chère Hélène », disait la lettre, « si tu lis ceci, cela signifie que tu as suivi le chemin que j'espérais. Non par obéissance, mais par choix propre. J'ai toujours su que tu trouverais le bon chemin, non seulement pour toi-même, mais pour tous ceux qui t'entourent. Le partage du testament a été mon dernier et plus difficile test pour vous deux. Robert devait apprendre qu'il y a des valeurs que l'argent n'achète pas. Tu devais apprendre que ta valeur ne réside pas seulement dans ce que tu fais pour les autres, mais dans ce que tu es capable de construire quand tu crois en toi-même. Le véritable héritage que je laisse ne sont pas les propriétés, les investissements ou même la fondation. Le véritable héritage est cette communauté que tu as aidé à renforcer, ces jeunes qui auront des opportunités que nous n'avons jamais eues, cet équilibre entre tradition et innovation que tu as su créer. Pardonne à ce vieil homme ces méthodes peu conventionnelles. Pardonne au père qui n'a pas toujours su exprimer sa fierté et son admiration. Et surtout, pardonne-toi toutes les fois où tu as confondu sacrifice et amour. Souviens-toi toujours, nous sommes comme ces montagnes d'Auvergne, fortes, résilientes, capables de supporter les tempêtes sans perdre notre essence. Et, comme elles, notre vraie valeur n'est pas dans ce que les autres voient, mais dans les sources cachées qui nourrissent la vie autour de nous. Avec tout mon amour, éternellement, ton père. Les larmes ont brouillé ma vue, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de ressentiment. C'étaient des larmes de compréhension, d'acceptation, d'une réconciliation qui transcendait le temps et la mort. J'ai gardé la lettre près de mon cœur, et j'ai marché jusqu'à la terrasse, où le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de tons orange et rose. Le même paysage que j'avais vu des milliers de fois au cours de ma vie, mais qui semblait maintenant complètement nouveau. Robert s'est approché silencieusement et s'est tenu à côté de moi, contemplant l'horizon. « Il avait tout prévu, n'est-ce pas ?» demanda-t-il après un long silence. « Chaque détail, ai-je confirmé, jusqu'au dernier moment. Avant, je pensais comprendre papa mieux que toi, que nous étions plus semblables, plus connectés. Et maintenant, je pense qu'aucun de nous ne le connaissait vraiment. Ou peut-être était-il un peu de chacun de nous, ton dévouement, mon ambition, et quelque chose de plus, quelque chose que nous commençons seulement à découvrir. » J'ai acquiescé, ressentant une paix que je n'avais pas éprouvée depuis des années. « Je crois que c'est ça, Robert. Les gens sont comme des icebergs. Nous ne montrons qu'une petite partie de qui nous sommes. Le reste submergé, invisible même pour ceux que nous aimons le plus. Et parfois, invisible même pour nous-mêmes, a-t-il complété, avec une sagesse qui m'a surprise. Nous sommes restés là, côte à côte, observant le jour se retirer en silence. Nous n'étions plus la fille dévouée et le fils ingrat. Nous étions juste deux personnes imparfaites, essayant d'honorer un héritage qui allait bien au-delà des testaments et des propriétés. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. J'ai mis des vêtements confortables et j'ai marché jusqu'au sommet de la colline, derrière le centre éducatif. C'était l'endroit préféré de mon père, où il allait pour s'éclaircir les idées, comme il disait. Je me suis assise sur l'herbe humide de rosée et j'ai attendu. Quand les premiers rayons de soleil ont commencé à dorer les contours des montagnes, j'ai senti une chaleur familière dans ma poitrine. Ce n'était ni de la nostalgie, ni du regret. C'était de la gratitude. Gratitude pour le chemin parcouru, pour les leçons apprises, pour les choix faits et à faire. À 53 ans, je comprenais enfin ce que mon père avait essayé de m'enseigner toute sa vie. Que notre vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous construisons. Pas dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous sommes capables de donner. J'ai respiré profondément l'air du matin, le laissant emplir mes poumons de nouvelles possibilités. Le centre éducatif n'était que le début. Il y avait tant encore à faire, tant de vies à toucher, tant de rêves à réaliser. « Merci, papa », ai-je murmuré au vent, pour l'héritage qui compte vraiment. Et puis, le cœur léger et l'âme renouvelée,
je me suis levée pour affronter une nouvelle journée. Non pas comme l'héritière de 10% d'un patrimoine matériel, mais comme la gardienne d'un héritage infiniment plus précieux. Un héritage de transformation, de croissance, d'amour dans sa forme la plus élevée. Dans la petite ville de Rochefort en montagne, entre les montagnes d'Auvergne, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Et cette fois, je n'étais pas seulement un personnage secondaire dans le récit de quelqu'un d'autre. J'étais l'auteur de mon propre voyage, écrivant chaque page avec l'encre de l'expérience, de la résilience et par-dessus tout, de la liberté de choisir mon propre chemin. Et ça, ai-je découvert, c'était le plus grand héritage que l'on puisse recevoir.